Bom dia, é com muita satisfação que damos continuidade ao 50º Encontros Nietzsche e pela manhã temos as mesas em forma remota, transmitidas pela internet. Hoje teremos a apresentação do professor Guillaume Métayer. Eu vou falar um pouco sobre o percurso universitário do professor. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação em francês acerca desse percurso e depois eu faço a tradução. Bonjour Guillaume, sois le bienvenu. Merci beaucoup pour participer de notre congrès. Merci à vous tous. Vous toutes et tous, pour votre invitation. Bon, Guillaume Métayer, il est attaché à l'Université Sorbonne, Paris 4. Il est chercheur au Centre d'études de la langue et des littératures françaises du XVIIe et XVIIIe siècle. Il est également poète, traducteur littéraire, notamment des poésies allemandes et hongroises. Il a aussi publié et traduit plusieurs ouvrages dans les domaines des études de la pensée de Nietzsche. On remarque les livres Nietzsche-Voltaire, voilà, Nietzsche-Voltaire, et bien sûr, qui a été publié en 2011 chez la maison d'édition Flammarion. Et bien sûr, on doit remarquer la traduction de l'intégrale de la poésie de Nietzsche, édition bilingue, parue dans Belles Lettres. Guillaume Métayer, ele está vinculado à Universidade de Sorbonne, Paris 4. Ele é pesquisador no Centro de Estudos de Língua e Literatura Francesa do século XVII e XVIII. Ele também é poeta, ele é tradutor literário, especialista na tradução do alemão, poesia alemã, literatura alemã e húngara. Ele publicou várias obras e traduziu uma série de obras, sobretudo nessas línguas. Na esfera, no domínio dos estudos da filosofia de Nietzsche, é remarcável o livro, né, onde ele trabalhou a relação entre Nietzsche e Voltaire. E sobre o que ele vai falar hoje, há pouco tempo, em 2019, ele publicou a Poesia Integral de Nietzsche, né, a obra poética de Nietzsche, numa edição bilíngue que foi publicada pela editora Belles Lettres. Bon, je vous passe la parole tout de suite pour votre conférence. Je vous remercie beaucoup. Et je remercie à nouveau les organisateurs de me faire le plaisir et l'honneur d'être parmi vous, à distance malheureusement. Pour découvrir la poésie de Nietzsche, je vais me chronométrer pour ne pas trop déborder. Pardon, une seconde. Voilà. Pour découvrir la poésie de Nietzsche, il m'a paru intéressant de procéder en m'appuyant sur deux opérations qui sont toutes deux, à leur modeste mesure, nietzschéennes. La philologie de l'édition de textes d'un côté, la traduction de l'autre. Nietzsche, en effet, a été traducteur de poésie. J'ai eu l'occasion d'y revenir récemment en publiant en appendice détaché de ses poèmes complets, près de 4 ans plus tard, ses retraductions de poèmes serbes, ou plutôt ses réécritures des traductions allemandes par Thérèse Albertine Louise von Jacob, des chants populaires serbes, une matière poétique romantique qui a animé les auteurs allemands et français de Herder à Lamartine, en passant par Goethe et Mérimée, l'auteur de Carmen. Mais ce n'était là qu'une digression. L'essentiel n'est pas dans cette notule, mais bien dans la masse des poèmes complets. Le volume bilingue que j'ai publié en 2019 et qui a été réimprimé en 2022 constitue la première édition complète publiée en continu et critique des poèmes de Friedrich Nietzsche en allemand, en même temps que leur première traduction intégrale en français, comme d'ailleurs en quelque autre langue que ce soit.
Cet ensemble exhaustif visait à contribuer à mieux connaître et apprécier l'écriture poétique de Nietzsche afin de cerner de plus près la place de la poésie dans son œuvre de philosophe, ainsi que dans l'histoire littéraire de l'Europe. C'est donc un autre Nietzsche qui prenne mieux la mesure du rôle du poème dans la formation, l'évolution et l'expression de sa sensibilité, de son imaginaire et de ses idées, qu'il devrait être possible de rencontrer ici désormais. Les lecteurs francophones, notamment, y découvrent de nombreuses pages totalement inédites dans notre langue, car à côté de ses œuvres les plus célèbres, publiées ou posthumes, à côté même de ses brillantes recherches en philologie, et contrairement à son activité de compositeur vite abandonnée, Nietzsche n'a presque jamais cessé d'écrire des poèmes, des années d'enfance à l'effondrement turinois. Ces poèmes forment une masse et une mine de textes souvent méconnus, voire négligés des exégètes. Ainsi, et contre toute attente, au vu de la bibliographie pléthorique que l'œuvre du philosophe a suscitée depuis plus d'un siècle, notamment en France, où sa destinée a été particulièrement riche, il n'existait aucun volume complet de ses poèmes, y compris donc dans l'original allemand. Certes, des éditions ont existé qui se présentèrent comme complètes. Il en est ainsi, par exemple, des Sämtliche Gedichte, poèmes complets, publiés aux éditions Mannes à Zurich en 1999 par Ralph Rainer Wutenhof. Or, ce volume ne renferme qu'un peu plus de 200 pages, soit moins de la moitié de la partie allemande de celui que j'avais présenté aux belles lettres. Les vers de jeunesse y font notamment l'objet d'une sélection drastique. Ils ne représentent que 52 pages, soit 1/5 environ de l'édition en question, c'est-à-dire également 1/5 de leur taille réelle dans la production poétique de l'auteur, dont Nietzsche, qui écrit avoir composé un poème par jour, aurait d'ailleurs brûlé des pans entiers, si l'on en croit le témoignage de sa sœur, Elisabeth Förster-Nietzsche. Un semblable sacrifice préside au Gedichte de la très maniable édition Réclame, qui pour sa part, il est vrai, ne se prétend nullement complète. D'ailleurs, sur la plupart de ces éditions et de leurs traductions, le volume anthologique des Gedichte und Sprüche, publié dès 1898 par Elisabeth, n'a pas manqué de laisser sa marque. C'est bien elle, par exemple, qui décide que les poèmes de son frère ne deviennent intéressants qu'à partir de 1858, moment où l'adolescent date le début, lui, de sa 3e période poétique. C'est elle, Elisabeth, qui publie son poème sur Louis XV, mais pas celui sur Louis XVI, qui restera curieusement inconnu des lecteurs francophones jusqu'à notre édition. Et pourtant, elle aurait dû les intéresser. Elle encore, qui distribue les textes en poèmes et dictons, soulignant par là le rapport entre l'aphorisme et certaines pièces de vers, mais oblitérant ainsi la tradition épigrammatique dans laquelle s'inscrit le philosophe. Une approche qui m'avait intéressé et qui est à l'origine d'ailleurs de cette édition complète, car je souhaitais montrer la parenté poétique d'inspiration avec Voltaire. Concernant l'exhaustivité, les éditions françaises des poèmes souffraient à ce jour des mêmes lacunes que les allemandes. Les 2 volumes unilingues de poésie complète, traduite en français par le germaniste Paul Arnold et la poétesse Yannette Delétang-Tardif, publiés il y a plus de 70 ans, sont certes très riches et les traductions souvent réussies, mais ils pêchent pour être intégraux, ne serait-ce que par leur sélection sans pitié dans les fragments posthumes et dans les poèmes de jeunesse. Seuls 35 poèmes composés entre 1859 et 1864 sont ainsi présentés à la fin du second volume, une infime proportion de cette masse importante. Dans les prétendues poésies complètes traduites par le poète Georges Ribemont d'Essaigne, les manques sont plus cruels encore. Aucun poème d'avant 1871 ne vient, par exemple, lester ce volume de 170 pages seulement. Les poésies mises en français par Jean-Jacques Brieux proposent quant à elles un choix de poèmes de jeunesse également fort restreint. Le Nietzsche de la prestigieuse collection Poètes d'aujourd'hui chez Segers se donne au moins pour ce qu'il est un choix de texte. Après une préface d'une centaine de pages, une astucieuse section d'ouverture, 14 pages, présente 2 textes critiques du philosophe sur la poésie, tous 2 tirés de Also sprach Zarathustra, suit un ensemble de 16 premiers poèmes qui ne manquent pas d'étrangeté. De fait, il offre des textes qui s'étagent de 1864, au Dieu inconnu, à 1887, Sils Maria. Le lecteur non averti pourrait s'y tromper. Bon nombre de ses premiers poèmes sont contemporains de grandes œuvres de Nietzsche, telles que Choses humaines, Trop humaines, Aurore, et jusqu'à la 2e édition du Gai Savoir. Cette section présentée sans date ne respecte pas la chronologie.
Selon un tropisme fréquent, cette organisation fait la part la plus belle à ce qui est considéré par les éditeurs comme les deux grands pôles de la poésie nietzschéenne, Ainsi parlait Zarathustra, présent chez Segers dans une section de 42 pages, et les Dithyrambes de Dionysos, qui y occupent 33 pages. Restent alors quelques 8 pages d'une section de derniers poèmes, pendant de la section initiale, qui rassemble des textes aussi peu derniers que les précédents sont premiers. Ainsi, le poème initial Pitié, en fait der Freigeist, le libre penseur, date de l'automne 1884 et aurait donc pu tout aussi bien appartenir à la première section. Les derniers auraient pu être les premiers. Des hautes montagnes, aus hohen Bergen, date bien de 1886 et est donc antérieure au Dithyrambes de Dionysos, présenté plus tôt dans le volume. Quant au dernier texte de l'ensemble, Au Mistral, un chant de danse, il date de 1887 et est donc également antérieur au Dithyrambes. Le plus étonnant du volume en est peut-être la dernière section, Volonté de puissance, extrait, qui propose en 5 pages 6 fragments en prose de la philosophie esthétique de Nietzsche. Si l'on se gardera bien de faire ici le procès d'une édition antérieure aux travaux de Mazzino Montinari, la démarche n'en est pas moins significative. À l'aide d'un savant effet de ring composition, avec la section inaugurale, ces textes enveloppent la poésie de Nietzsche dans sa philosophie, de sorte que les poèmes du philosophe se trouvent non seulement enserrés dans ses réflexions, mais aussi assujettis par elle, ce qui renforce la place imposante accordée à un récit allégorique artiste, comme Ainsi parlait Zarathustra. Une téléologie interne à l'écriture nietzschéenne est bel et bien à l'œuvre, qui fait de la prose poétique d'Ainsi parlait Zarathustra et du vers libre des Dithyrambes de Dionysos le cœur de son activité de poète et pour ainsi dire son sommet, bordé des deux côtés par un adret et un ubac poétique. Nietzsche s'est pourtant exercé toute sa vie avec une intensité inouïe au poème en vers rimés et à mètres réguliers. Il n'en reste comme tel quasiment aucune trace, sans même parler de l'effet d'effacement dû à la traduction. Poème 1858-1888, Dithyrambes pour Dionysos. Le vaste empan chronologique de 30 années, annoncé par l'édition de Michel Haar dans la collection Poésie Gallimard, peut paraître trompeur. Ce volume, en effet, ne couvre pas, loin de là, l'intégralité des poèmes écrits durant ces 3 décennies. Mieux, de l'aveu de l'éditeur, ces pages ne consistent qu'en un choix des poèmes et autres proses poétiques que Nietzsche n'a pas publiés de son vivant. Or, Nietzsche, on le sait, a pourtant serti de poèmes la plupart de ses œuvres publiées, notamment à partir de choses humaines trop humaines. Il en a enrichi Aurore, Par-delà bien et mal, Ecce Homo, Ainsi parlait Zarathustra lui-même. Le cas du Gai Savoir est plus flagrant encore. Le livre s'ouvre sur un riche prélude en rimes allemandes, Vorspiel in deutschen Reimen, de 63 poèmes et d'un appendice de pas moins de 14 poèmes, les chants du prince Aiglefin, Lieder des Prinzen Vogelfrei, reprenant en partie un ensemble publié en revue, les Idylles de Messine, Idyllen aus Messina. C'est donc un pan essentiel de la poésie nietzschéenne qui est absent de cette édition prestigieuse. Était-ce pour éviter le double emploi avec les œuvres philosophiques complètes de référence publiées chez le même éditeur? Non, puisqu'il existait déjà un volume de Dithyrambes de Dionysos, 1882-1888, suivi de Poèmes et fragments poétiques posthumes, traduits de l'allemand par Jean-Claude Emery, 8e volume des dites œuvres complètes, paru en 1975. En outre, Michel Haar propose sa propre traduction des Dionysos Dithyramben. Conformément au parti pris de puiser dans le seul Nachlass, l'édition Haar contient un choix de poèmes de jeunesse qui demeure toutefois limité. L'éditeur en a d'ailleurs significativement exclu au profit des seuls leaders et autres poèmes intimistes toute la poésie historique du jeune Nietzsche, un volet pourtant fondamental de son écriture versifiée, véritable préface poétique de son sens historien, dans un genre et des thèmes qui peuvent rappeler la peinture d'histoire telle qu'elle fut pratiquée en Allemagne, par exemple par Karl von Piloty. Long portrait lyrique de Napoléon, 50 ans après, la bataille de Leipzig, dernier moment de Louis XV et de Louis XVI, dernier souper des Girondins, épiphanie maléfique de Saint-Just, fragment épique autour du roi des Goths, Hermanaric, évocation de l'assassinat de Conradin par Charles d'Anjou, tombeau de l'empereur Barberousse, mais aussi de Shakespeare, mort de Beethoven, tout cela a disparu, tout comme la vaste fresque d'histoire mythique de la Grèce distribuée en unités de 50 vers, dans laquelle s'était vaillamment lancé le jeune poète déjà philologue dans l'âme.
tout l'aspect de grand tour poétique du continent européen que revêtent ces poèmes à partir d'un enracinement régional, médiatisant une inspiration funèbre, volontiers gothique, et qui se développe notamment autour de l'idée picturale des Geisterschlachten, ces combats d'esprit poursuivis au-dessus du champ de bataille, toutes les pérégrinations centre-européennes de l'admirateur de Petofi et de l'adaptateur des chants populaires serbes, toute cette anticipation envers et dans le poème de la posture du bon européen, à la fois régional, national et supranational, ont totalement disparu de ces pages choisies, tout comme la verve spartiate et martiale que Nietzsche emprunte à Theodor Körner, le poète patriote des guerres dites de libération contre la France impériale, et d'innombrables autres tonalités à prendre en compte pour mieux percevoir les strates de sa sensibilité, telles que les fantaisies d'atmosphère Biedermeier, ou romantiques de ses débuts, ou encore ses premières épigrammes. On peut songer du reste, la prédominance du posthume dans ce mince volume de Michel Haar apparaît surtout comme la mise en avant datée d'une esthétique du fragment, qui l'aura donc emporté sur les choix du philosophe lui-même, ainsi, à mon sens, que sur sa conception même de la poésie, plus soucieuse de formalisation expressive que d'inachèvement suggestif. S'y ajoute le fait qu'une grande partie des textes proposés appartient au massif qui entoure ainsi Parler Zarathustra. L'exhaustivité du volume publié peut, à contrario, offrir une vue d'ensemble sans exclusive de la poésie nietzschéenne, dont il se trouve être aussi l'une des rares éditions bilingues, comme vous le rappeliez. Certes, publier la totalité des poèmes allemands pourrait n'avoir consisté qu'en la réunion en un seul volume des poèmes disséminés dans les œuvres complètes de référence du philosophe, la Kritische Gesamtausgabe, lancée par les grands érudits Colli et Montinari et prolongée par leurs successeurs. Ce serait déjà, il est vrai, un apport que de pouvoir lire ensemble et à la suite ces textes qui, dans la publication strictement chronologique de l'édition intégrale, sont souvent perdus au milieu de notations de nature fort hétérogène, allant des notes de cours aux dessins de guerre, des citations en grec aux devoirs en latin, des fragments de réflexion aux listes de livres à lire, en passant par les journaux et autres travaux, voire brouillons philologiques. Les poèmes s'y confondent avec des notules où le philosophe va à la ligne, s'y déploie sous forme de morceaux de prose au statut parfois ambigu. Il n'est pas aisé, en parcourant ces volumes, de se faire une idée d'ensemble bien précise de la poésie nietzschéenne qui tantôt pullule, tantôt se tait, renaît, rechute, revient. À cela s'ajoute que le principe de tout éditer dans l'ordre, ou si l'on veut le désordre chronologique, condamne la grande édition à des redites. Un même poème apparaît plusieurs fois, quelques mois, parfois quelques années d'intervalle, dans des versions dont les différences sont parfois ténues, autant de variantes que je me suis efforcé d'indiquer et qui n'avaient jamais été publiées comme telles, pour aider les lecteurs à ne plus rester tiraillés entre diverses rédactions d'un même poème. À cette logique de recueil puisée dans les œuvres complètes, j'ai ajouté systématiquement, pour que la collection soit aussi exhaustive que possible, les poèmes que Nietzsche a pu, ça et là, semer dans sa correspondance. Une autre raison que l'effet de groupement explique toutefois l'utilité d'une telle édition. C'est que la transcription des manuscrits nietzschéens par les successeurs des grands éditeurs italiens se révèle assez souvent étrangement inexacte. Ces déficiences ont requis un travail de recherche sur les manuscrits aux archives Nietzsche de Weimar, puis sur le site internet Nietzsche Source, ainsi que le recours à une édition complète, plus ancienne, à laquelle les éditeurs modernes semblent malencontreusement ne pas s'être référés, celle qui fut réalisée par Joachim Mette, Karl Koch et Karl Schlechter. Les choix éditoriaux de cette édition antérieure, sans doute dus à une plus grande familiarité avec l'écriture dite gothique, le Kurenschrift, sont d'un grand secours pour amender l'édition récente, tandis que celle-ci complète également en retour, ça et là, certaines omissions de l'édition Mette, ou tout simplement des textes de Nietzsche qui n'étaient pas encore connus, particularité que j'indique dans les notes du texte allemand. Le texte ainsi établi, en corrigeant et complétant les deux éditions l'une avec l'autre et en se référant par sondage successif aux manuscrits de Nietzsche, se veut donc également d'une valeur philologique plus solide que l'édition de référence actuelle au moment de la publication de mon livre en allemand. Ce labeur critique a de surcroît permis de poser des problèmes non seulement d'établissement, mais de paternité de certains textes qui paraissent avoir échappé aux précédents éditeurs nietzschéens et même d'ailleurs à l'éditeur suivant, Thomas Forler. Ainsi, quelques poèmes figurant dans les œuvres complètes de référence ne sont pas de la plume de Nietzsche, qui, comme souvent plus tard, n'avait fait alors qu'en prendre copie. Le poème qui commence par le vers « Das Ich dein auf ewig bliebe », pourtant cité parfois à l'appui de telle ou telle thèse sur le philosophe, n'est pas de Nietzsche, mais du poète autrichien Alfred Meissner,
Il s'agit de son poème Einsamkeit, Solitude, publié dès 1845, quand Nietzsche n'avait encore qu'1 an. C'était un génie, mais quand même peut-être pas à ce point. Un autre poème recopié à la même période par Nietzsche s'avère du même Meissner. Ô Meer im Abendstrahl, ô mer dans le rayon du soir. 12 vers qui ont été mis en musique par Liszt. La médiation par le compositeur hongrois, tant aimé un temps du jeune Nietzsche, n'est pourtant pas à l'origine de cette consignation écrite, la publication du Lied étant beaucoup plus tardive. L'absence de certains autres poèmes apparents dans notre édition est également due à leur nécessaire éviction du corpus nietzschéen. C'est le cas d'un ensemble bizarre placé sous le titre d'Epigrammata, qui en fait n'est en rien constitué d'épigrammes poétiques, puisqu'il s'agit de citations de la Bible, empruntées tantôt à Paul, tantôt à l'Ecclésiaste. De la même manière, le chœur en rime « Jesus meine Zuversicht » est presque entièrement composé de vers déjà présents dans la tradition des chorales religieux. Il s'agit donc soit d'un pur santon de chants existants, soit d'un chant existant quelque part sous cette forme, mais introuvable en l'état de ma documentation, notamment des numérisations disponibles sur Internet. Peut-être un vers ou deux ont-ils été interpolés par Nietzsche dans un ensemble majoritairement exogène, mais cela est loin d'être certain. On peut sans peine imaginer que certaines de ces notations ont à voir avec l'activité de compositeur du jeune Nietzsche, indissociable alors de son activité de poète, ainsi que celle de philologue en herbe, comme le montre l'impressionnant triptyque historique, poétique et musical autour du roi Hermanaric. Un cas plus délicat est offert par le quatrain rimé Das Laubfeld von den Bäumen, présent dans un journal de Nietzsche à la date du 10 août 1859, où le jeune homme s'applique à décrire la canicule et l'orage d'été et ses affections à ce sujet. L'apprenti Aède ne se rend peut-être pas compte que ces vers frôlent le plagiat. Voici en regard les vers de Nietzsche et le premier quatrain du poème Herbstlied de Siegfried August Mahlmann. Vous le voyez sur l'écran. Voilà. Le premier et le troisième vers sont les mêmes, les quatrièmes vers quasi identiques. Seul le deuxième a été modifié par Nietzsche, au point que Mette est indiqué pour cette page le nom de Mahlmann dans son index nominum, mais uniquement en fin de volume, ce qui n'est pas le cas pour les vers de Meissner, précédemment cités, et ne permet pas d'ailleurs au lecteur cursif de savoir qu'il a affaire à une telle forme d'emprunt. Or, Mahlmann, qui naquit et mourut à Leipzig, était un pays de Nietzsche, un poète saxon très populaire à l'époque, dont les textes ont souvent été mis en musique, ce poème automnal tout particulièrement. Cette détermination n'est pas négligeable quand on lit les poèmes de jeunesse du philosophe, fort enraciné dans la petite patrie, et plus généralement dans une lyre allemande aujourd'hui plus ou moins oubliée. C'est là, de Meissner à Körner, le plus lu aujourd'hui des trois, en passant par Mahlmann et tant d'autres, toute une strate de la culture du jeune Nietzsche, dont ces vers font pressentir la prégnance méconnue, une redécouverte à laquelle le volume publié voudrait également engager. Enfin, cet ouvrage souhaitait apporter quelques nouveautés sur un autre plan, celui de la traduction. Il ne s'agit certes pas de faire ici l'éloge du résultat, qu'il revient au lecteur d'apprécier, mais d'expliciter des partis pris qui se veulent une contribution à une meilleure connaissance de la poésie nietzschéenne et par là même de sa portée dans son œuvre d'écrivain et de penseur. Le point central de cette approche a consisté à considérer que la traduction des poèmes de Nietzsche devait être la plus poétique possible, entendons par là la plus conforme à l'esthétique de chaque poème, libérée de toute téléologie philosophique, et que par ce chemin seul, ces textes pourraient en un second temps éventuel, et par surcroît, à la manière de certains systèmes de la grâce, découvrir ou recouvrer leur pleine dimension philosophique. C'est le cas, par exemple, de la traduction d'un poème, à mon avis crucial, An die Melancholie, dans lequel Nietzsche, en admirateur d'Albrecht Dürer, se place non seulement dans la longue tradition allemande des hymnes à la mélancolie, mais se situe aussi dans le contexte contemporain de la poésie animalière, telle qu'elle est illustrée en France par un Lecomte de Lille, ou plus tard l'exact contemporain de Nietzsche, Anatole France, pour, à la faveur d'un retournement inouï, en faire, à mon sens, le lieu poétique de l'invention anticipée du concept de volonté de puissance. Une traduction en vers vise à resituer ce poème dans son contexte esthétique et à en faire mieux ressortir, par contraste, la singularité poétique, indissociable de la révolution philosophique qu'il opère. L'idée de base qui préside à ce choix repose donc sur la conviction que le mode d'expression choisi ou forgé par Nietzsche est à l'origine et en profondeur indissociablement philosophique et poétique. Et que par conséquent, pour le dire de manière quelque peu scolaire, respecter sa forme constitue la meilleure manière de rendre justice à son fond.
Chacun sait et sent à quel point, en particulier à partir de choses humaines trop humaines, le prosateur Nietzsche est capable de convoquer les puissances poétiques du verbe au service d'une pensée qui cherche à se situer ailleurs que dans la tradition de la prose purement rationnelle et traditionnelle, du traité ou même de l'essai. Son usage singulier de l'aphorisme invite sans cesse à des synesthésies intellectuelles et conceptuelles, développe son enquête généalogique en digressions et harmonies sensibles dont le jeu savant et profond a souvent pu être comparé à une composition musicale. Cette prose entretient ainsi avec la poésie en général et avec la poésie de l'auteur lui-même en particulier des relations fécondes que le philosophe décrit lui-même comme agonales. C'est pourquoi une traduction versifiée des poèmes de Nietzsche m'a paru indispensable. Elle doit mieux mettre en lumière le pôle poétique autour duquel s'est construite, par comparaison et par contraste, cette prose philosophique innervée de consonances et de nuances. Elle peut ouvrir ainsi un lieu tiers entre philosophie et musique, l'espace de la musique des mots propres au poème, et par là nous aider à mieux saisir leurs harmoniques. Ce projet se trouve ainsi confronté à un corpus d'une grande diversité, qui s'étend chronologiquement des premiers essais de l'enfant de 10 ans aux dernières notations du philosophe aguerri de 45 ans. On peut toutefois espérer que par ces fidélités contrastées de la traduction aux formes variées de la poésie nietzschéenne, son ampleur et sa variété ressortiront plus clairement que dans le creuset attendu du seul vers libre, dont l'usage, si conforme soit-il, peut-être à notre goût contemporain, aurait risqué d'émousser les différences et d'estomper les évolutions. Il m'a parfois été donné dans des préfaces d'autres traductions ou des interventions orales de préciser le rôle que joue à mes yeux un certain respect de la forme dans une esthétique de la traduction poétique. En cela, je m'inscris dans une tradition qui paraît minoritaire en France, mais qui, outre qu'elle est dominante dans de nombreux autres pays européens notamment, me semble en parfaite cohérence avec le projet poétique et philosophique de Nietzsche, ainsi qu'avec sa propre conception et pratique de la traduction poétique. Les aspects traditionnels de la forme, notamment la rime, le rythme fixe ou l'organisation strophique, paraissent dans l'ensemble toujours plus décriés dans la tradition française qu'ailleurs en Europe et dans le monde, peut-être parce que la notion de révolution a été plus forte dans notre pays qu'ailleurs. L'abandon de la forme régulière signe pour une histoire de la poésie française, assimilable à une vulgate, la fin d'un usage multiséculaire du genre dans lequel Nietzsche continue de s'inscrire, bien que ses derniers essais, en vers, bouleversent cette fidélité. La forme semble alors en France aussi morte que le Dieu de Nietzsche. C'est un phénomène du même ordre, celui d'une impossibilité du goût et de l'intelligence, une étape collective de la conscience poétique, comme le constat de Nietzsche marque une étape de la conscience philosophique. Pour schématiser, après Rimbaud, la forme se doit d'être déjouée, subvertie, voire purement et simplement snobée, et les rares exceptions, telles un Gilbert Lely ou un Jacques Rédard, voire un Aragon, chez qui la destination populaire fait pardonner peut-être le classicisme formel, ne semblent là que pour confirmer la règle, sans parvenir jamais à l'ébranler en profondeur. À une telle tradition, dont les lignes sont toutefois actuellement en plein mouvement, s'est alliée celle qui considère volontiers le respect de la forme comme le pire cadeau à faire à un poème en traduction. Certes, il ne s'agit pas ici de nier les écueils d'un formalisme excessif, en traduction comme en tout art. Ils sont nombreux. Il faut idéalement que le traducteur soit poète avant d'être versificateur, mais peut-être est-il utile à un traducteur de poèmes du XIXe siècle d'être aussi versificateur et non seulement de se croire poète. Avoir les principales ressources du vers à sa disposition et être capable de les plier au propos du texte d'un autre dans une autre langue semble a priori une gageure. C'est pourquoi, aux yeux d'une certaine doxa, les traductions en forme ne peuvent être jamais au mieux que de belles infidèles. Pourtant, il est possible d'arguer du contraire, et toute une tradition, dont Nietzsche est l'un des tenants, a défendu l'idée paradoxale mais forte de la fécondité de la contrainte. C'est sous la contrainte, voire sous la torture, que la nature, chez Bacon, livre ses secrets. La contrainte, Zwang, est même, pour Nietzsche, indissociable du déploiement de toute volonté de puissance, y compris exercée dans le champ poétique. Il peut alors être de bonne méthode de consentir au moins à une partie des règles ou contraintes que les poètes ont prises pour règles et qui étaient consubstantielles à la croissance de leur art, comme les résistances le sont au développement de toute volonté de puissance, qui recherche et accumule spontanément les obstacles afin de se développer. Traduire en forme, c'est bien suivre l'exemple de l'enseignement nietzschéen sur la question, celui d'une danse dans les chaînes.
que les générations de poètes n'ont eu de cesse, à son avis, de rendre plus difficile. La poésie d'un poème est certes autre chose que sa forme, personne n'aurait la sottise d'affirmer le contraire. Pourtant, rares sont ceux qui s'avisent que c'est bien en une forme donnée que cette qualité poétique s'est incarnée et révélée. Cette tension n'est pas négligeable et mérite mieux que des positions de principe. De fait, la forme d'un poème ne pourrait-elle être, en une certaine mesure, assimilable à sa lettre, telle que l'a définie le grand traductologue Antoine Berman? Quel rapport entretient la forme du poème et telle autre structure, perçue comme plus profonde, qui en organise le sens et la beauté? Sans doute, et Berman le souligne, existe-t-il aussi, dans cette histoire de la réception des textes qu'est l'histoire de leur traduction, une durée, scandée en des époques de la sensibilité, qui conduit à traduire autrement un texte s'il s'agit d'une première traduction ou d'une retraduction. Dans le cas d'une œuvre pour partie inédite en français, pour partie déjà abondamment traduite, cette problématique de la retraduction prend une portée particulière. Le choix de respecter, autant que faire se peut, la forme des poèmes de Nietzsche s'explique aussi par l'histoire de leur traduction. Un certain tropisme philosophique a conduit la plupart des traducteurs de ces poèmes, moins proches peut-être de ces enjeux formels que les littéraires et que Nietzsche lui-même, à chercher avant tout leur esprit, voire à saisir leurs lettres, à l'aune de leurs propres attentes noétiques. Face à cet ensemble de vers libres, le choix d'une plus grande attention à la forme me semblait s'imposer pour rendre aux philosophes les couleurs d'une modernité plus ambiguë, plus inactuelle, saisie en devenir dans les affres de sa naissance et les méandres de ses explorations. Sans doute fallait-il tâcher de déphilosopher, dans un premier temps,